Donc ce que je présente aujourd'hui est un projet de recherche encore largement exploratoire et je vous demande donc de le considérer en tenant compte de son caractère inachevé et en échange je vous ferai tout de suite grâce des appels à l'indulgence d'usage pour les travaux en cours. Ce projet porte sur les modalités d'intégration du son dans le roman de langue française de la période 1945-2015. De l'après-guerre à nos jours, une part significative de la production romanesque intègre au domaine de l'écrit des onomatopées, des exclamations, des perturbations sémantiques fondées sur des analogies sonores et des termes étrangers dont l'intégration s'accompagne également de perturbations syntaxiques et orthographique. Cette série de formes-sens compose la dimension sonore du roman moderne et contemporain dans une perspective sociocritique. Ma communication aujourd'hui va tenter de dresser une typologie des faits de langue relatifs à ces motifs sonores et d'interroger leur interaction dynamique avec la mémoire collective de la période ciblée. Alors, j'ai identifié grosso modo à peu près trois approches de cette iconicité phonique des mots et de leur exploitation romanesque. La première d'entre elles aborde cette question en rapport avec les caractéristiques énonciatives et narratologiques de la voix. Je pense bien sûr aux travaux de Dominique Rabaté sur les poétiques de la voix, poursuivis dans le Chaudron fêlé en 2006, à ceux de Marie-Pascale Huglot sur Queneau ou Lydie Salver, à des travaux également de Lise Gauvin sur la fabrique de la langue, et ces travaux ont qualifié de romans de la voix certains romans de Beckett, de Robert Pinget, de Marguerite Duras ou de Louis-René Desforêts et d'autres encore. La deuxième approche, c'est celle qui, au tournant des années 2000, s'appelle elle-même la sociopoétique et a considéré différemment l'oralité de certains romans en la rapportant à la position occupée par les écrivains dans le champ littéraire et en analysant les textes comme le lieu d'une stratégie d'accès à la scène symbolique. Jérôme Mézos a ainsi regroupé sous le terme de roman parlant des romanciers de l'entre-deux-guerres comme Ramu, Poulaille, Sandrars, Giono ou Céline qui ont recours à des formes d'écriture oralisée et dans la même veine les travaux de Jean-Pierre Martin sur l'irruption d'une bande sonore dans différents romans de la deuxième moitié du XXe siècle ont confirmé la fortune littéraire de cette esthétique élaborée pour produire un effet de vocalité. Je renvoie au numéro d'études françaises paru en 2003 sur les imaginaires de la voix qui donne un aperçu synthétique de ce genre d'approche. Et disons que ces approches éclairent les modalités formelles d'une poétique de la vocalité, mais elles omettent de considérer de quelle socialité sont chargés ces phénomènes sonores. Alors je fais bien sûr dans mon analyse une place à part aux études ethnocritiques, la dernière de ces approches de l'oralité en littérature, et non la moindre. En s'appuyant notamment sur les notions de littératie et de polylogie, l'ethnocritique a largement investi cette question, et celle des rapports entre culture orale et écrite dans le roman du XIXe siècle notamment, mais pas seulement, comme Sophie Ménard le montre assez souvent. Je renvoie notamment aux travaux de Jean-Marie Privat sur le caractère charivarique de l'écriture de Madame Bovary, et notamment sur les bruits qui circulent dans ce roman, ou à différents volumes des cahiers de littérature orale, qui traitent spécifiquement de cette question. En se plaçant sur le terrain de la sociocritique des textes, mon travail aujourd'hui propose une lecture différente de la dimension sonore du roman moderne, qui soit attentive à la textualisation du son et à l'historicité, à la socialité des textes. Elle pose pour hypothèse centrale l'idée suivante: ces formes sonores relèvent, selon moi, d'un pari sur l'oralité comme forme privilégiée de transmission de l'histoire. Ils invitent à repenser comment le roman est un espace de reconfiguration singulière de la mémoire collective d'après les sons. Alors par souci de synthèse, je me concentrerai sur certains romans de l'après-guerre et auxquels se joignent de trop rares romans contemporains. J'ai identifié à peu près 5 pistes qui me permettraient d'aborder cela. Et la première, je la présenterai comme cela, c'est que ce mode d'expression orale se remarque tout d'abord parce qu'il altère visuellement la page et modifie profondément sa typographie, son orthographe, sa ponctuation. L'oralisation d'un texte modifie par exemple de nombreux aspects typographiques, points de suspension, d'exclamation, blanc, etc. Elle peut procéder par une surponctuation, si vous tombez sur certaines
certaines pages de Zazie dans le métro, eh bien vous constatez qu'elles sont littéralement tigrées d'italiques, de points d'exclamation, de guillemets. Elle peut procéder au contraire par une sous-ponctuation qui illustre très bien La Route des Flandres de Claude Simon, dont le monologue intérieur ne présente absolument aucune forme de ponctuation, pas même des alinéas. Notre analyse donc ça s'interrogera sur les altérations typographiques, les orthographes phonétiques, les marques de ponctuation relatives à la transcription écrite du français parlé. Alors la deuxième piste, c'est disons qu'une telle trame sonore produit une série d'incidences et de ruptures syntaxiques qui sont généralement le fait de l'économie du discours oral et de l'expression elliptique ou abrégée qui le caractérise. Loin d'être la seule marque des parlures populaires, ces perturbations syntaxiques peuvent découler d'une prosodie datée, comme celle des Valeureux d'Albert Cohen, qui est directement inspirée du Cantique des Cantiques, ou plus récemment, être directement inspirée par la chanson de jazz. C'est le cas de Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Rythmé comme une chanson de jazz, ce récit documentaire dramatise de manière spectaculaire une transplantation cardiaque dont les étapes sont érigées au rang de légende par des séquences, des formules reprises, des accélérations et des pauses, des effets de crescendo et de suspension arythmique. La répétition avec variante est un phénomène syntaxico-rythmique principiel et il fait résonner dans la corporéité même du texte les battements d'un cœur au rythme duquel vibre toute une communauté qui s'interroge sur le caractère sacré de la mort. L'analyse de ces phénomènes syntaxico-rythmiques sera donc pensée de manière à faire ressortir ces effets de rythme et de prosodie créés par l'oralité. Troisième élément, c'est d'un point de vue lexical, la bande sonore d'un roman suppose parfois une intégration d'altérités linguistiques enracinées dans un sociolecte, comme le joual réinventé de Michel Tremblay, ou les parlures populaires marseillaises telles qu'on les trouve dans les romans de Gilles Ascaride. Elle peut naître plus simplement de l'abondance d'interjections, d'exclamations, d'onomatopées très variées ou des effets d'homéotéleute tels qu'on les trouve dans certains titres de Raymond Queneau, comme Le Chien dent, La Saint-Glinglin ou Les Fleurs bleues, lesquels annoncent par avance les syntagmes figés du parler quotidien, poncifs de la parlure vacante de la collectivité et de sa mémoire. Cette plasticité phonique exhibe des effets d'harmonie imitative qui donnent un timbre à la voix d'une œuvre et confèrent une identité sonore au paysage décrit. Des bruits du monde, les romans rapportent une tonalité déceptive ou cataclysmique qui, selon un principe corbiérien, préfèrent le raccro à l'harmonie et tirent leur musicalité de la dissonance de la guerre, du brouhaha de la ville ou du langage lui-même. Aussi, cette analyse lexicale se montrera-t-elle attentive à l'inventivité formelle de cette partition brutique et à la poéticité de ses sons. Quatrième piste, c'est que cette suite sonore est signifiante et elle est à l'origine de parasitages sémantiques, de brouillages et de torsions discursives qui perturbent et déforment le sens des énoncés. Au fil de la lecture, la trame auditive d'un roman développe en sourdine un sous-texte dissimulé qui fait affleurer les mauvaises pensées d'un roman. Que penser par exemple de la teneur misogyne d'un titre comme Moravagine de Blair Sandrars, où l'on entend clairement Morovagin? La matérialité sonore du langage peut donner lieu à une resémantisation des mots pour dire l'indicible tragique d'une souffrance tue, celle de l'enfant chez Chloé Delhomme ou de la figure de victime historique chez Marie Cosnet. Elle présente souvent un caractère suggestif et ludique qui est une source infinie de calembours. Les jeunes mariés de Madame Bovary passent leur première nuit de noces à l'auberge au Lion d'Or, ce qui n'augure absolument rien de bon pour la sexualité du couple. Donc, reconstituer ces chaînes sonores qui oblitèrent la logique argumentative des énoncés suppose donc de viser l'étude sémiotique des relations logiques, des parasitages ou des effets d'analogie sémantique provoqués par ces bruits dont le brouhaha nuit volontairement à la discursivité du roman. Enfin, ces phénomènes sonores s'accompagnent le plus souvent de l'intrusion de vocables étrangers. Rainer Grüttmann en parlait hier à propos de la question de l'hétérolinguisme.
partir de prostitution, Pierre Guyotat affirme écrire en langue, c'est-à-dire en ayant recours à un sabir, langue d'échange commercial entre locuteurs de langues différentes, que l'auteur invente par hybridation. Alors on trouve là un français argotique, des mots de patois de la région natale de l'auteur, des emprunts au grec et au latin, de l'anglais populaire et un arabe algérien phonétisé selon l'accent de l'est du pays. Alors pour l'imitation, il faudra demander à Djema Mazouzi. Les sabirs maghrébins, le joual québécois, les français créolisés de la Ferrière ou de Ketli Mars, ou tissés de langues africaines comme chez Achille Ngoy, font entendre une multiplicité d'idiomes étrangers et de sociolectes inusités à l'écrit. Et il me semble qu'une telle babélisation de la langue peut également être interrogée en tant que composante sonore du langage, dans la mesure où, dès lors qu'elle ne fait pas l'effet d'une simple touche de pittoresque, elle fait entendre à l'intérieur même du roman cette expérience sonore qu'on ressent tous au contact d'un interlocuteur qui ne parle pas seulement notre langue, mais qui parle une langue véritablement inconnue et dont on entend d'abord la sonorité. Alors, ça fonctionne peut-être moins pour l'anglais ou pour des langues de la Romagna, mais c'est tout à fait le cas lorsque la langue est incompréhensible. Les onomatopées, les idiomes étrangers, les perturbations sémantiques qu'ils créent, la ponctuation, la syntaxe oralisée qui les accompagne forment la dimension sonore du roman. Ils forcent une écoute des sons d'une langue étrangère ou de ce qui évoque une part de la réalité du monde sans passer par la fonction symbolique du langage. La langue barbarisée et sauvage de ces romans relève d'un mode d'expression dialogique dont l'effet plurivocalique le plus apparent réside dans le choix même d'une langue orale et populaire qui ne s'impose à l'écrit qu'en opposition à la tradition écrite de la littérature et au caractère normatif de l'écrit. Tout le paradoxe de cette langue oralisée tient alors à ce que, bien sûr, la mise en procès qu'elle fait de la scripturalité ne prend forme que par la littérature, en tant qu'art du langage, à la condition seule d'un retour du poétique et de la performativité du signifiant dans le narratif. Il instruit une mise en procès de la littérature dont la réalité des textes montre qu'elle est on ne peut plus littéraire et ancrée dans le code de la scripturalité. Cette oralité intruse, cheval de Troie qui force les portes de l'écrit, demande donc de nuancer l'articulation des dichotomies entre oralité et scripturalité, entre culture orale et écrite, entre académisme et parlure orale, à partir desquelles sont traditionnellement catégorisés ces phénomènes sonores. Là, je crois que le concept de polylogie est tout à fait utile pour ce genre de choses. Alors, quelques remarques méthodologiques rapides à ce sujet. Mon travail va nécessiter la mobilisation de ressources de l'analyse interne des textes et notamment des études linguistiques qui accordent un statut opératoire à la notion de voix, comme celle de Marie-Jeanne Barberis. Elle prendra en compte bien sûr les travaux qui font des analyses de l'oralité au-delà de la période que j'ai ciblée. Je pense notamment aux travaux sur la vocalité de Paul Zumthor dans la poésie médiévale, mais aussi à ceux de Jacques Wagner sur la voix au XVIIIe siècle ou de Claude Jamin sur le lyrisme occidental. Elle aura recours, ou elle croisera, disons, plus librement la réflexion de certaines théories de la voix, comme celle très lacanienne de Mladen Dolar, auteur de A Voice and Nothing Else. Elle tiendra compte également de l'arrière-fond socio-historique propre à l'histoire de la reproduction du son, et c'est, je crois, ce qui fait la singularité, disons, de la période que je ciblais, voire on pourrait étendre ça au début du XXe siècle, c'est-à-dire dès lors qu'il y a une reproduction du son qui commence déjà au XIXe siècle, eh bien, je crois que le rapport à la voix et à la mémorialité qu'on peut lui accorder change. La particularité de ce travail vient bien sûr de ses bases théoriques également. Ma recherche participera à l'affinement des approches indexées par la sociocritique en réfléchissant spécifiquement à l'articulation des concepts d'interdiscursivité et de mémoire collective définis par Régine Robin. Elle considéra qu'une telle altérité linguistique est d'abord chargée d'interdiscursivité et qu'elle doit donc être analysée au regard de l'histoire et de la mémoire collective. Alors, pour le cadre heuristique de mes analyses, j'en dirais un mot très simple, c'est qu'ils croisent deux domaines généralement dissociés, les études des rapports entre oralité et culture écrite et ceux qui portent sur la saisie littéraire du passé. En croisant ces deux domaines, mon travail interrogera les modalités de mise en forme du temps que les romanciers puisent dans l'oralité, dans la culture orale de la mémoire. Il ne s'agit pas ici de
de revenir sur la durable nostalgie pour une oralité perdue qu'évoque Roger Chartier et dont Jérôme Maezos a montré ce qu'elle peut donner chez les romanciers de l'entre-deux-guerres. Cette recherche postule plutôt qu'une telle mise en cause de la culture écrite induit de nouveaux modes d'écriture de l'histoire. L'oralité de ces textes relève d'une mémorialité hybride, à la fois appuyée sur une culture orale et réinvestie de la mémoire de l'écrit. Elle suppose de se demander comment ce matériau sonore affecte la mémoire du roman d'après la logique propre à l'oralité et notamment à sa part de répétition, d'affabulation, de digression et notamment d'oubli. Alors pour conclure, il est plus que temps de le faire. La dimension sonore du roman soulève un ensemble de questions relatives aux formes sens de l'oralité, transposées à l'écrit, qui invitent à repenser l'historicité du roman et sa capacité d'invention à l'égard de la mémoire collective. Si elle relève bien d'une mise en procès de la littératie, la dimension sonore de la langue des romanciers ne peut être réduite à une posture à l'égard de l'institution littéraire ou à un ensemble de caractéristiques narratologiques qui s'épuiseraient dans la notion de voix. En effet, ces formes sens sont signifiantes à au moins deux égards. D'une part, l'entre-deux d'oralité et de scripturalité oscille entre hypersubjectivation du langage et répercussion des parlures de la collectivité, à la façon d'une caisse de résonance déformante. Et il me semble qu'il y a là un dialogisme sonore qui fait du discours social une rumeur, qui interagit avec l'imaginaire social comme s'il en était la partition et qui va jusqu'à charger sa littérarité d'une musicalité particulière. Son interaction dynamique avec le hors-texte se fait dans des constellations sémiotico-mémorielles qui se cristallisent autour de sonotypes, c'est-à-dire des formes sens sonores dont la trace écrite est marquée d'une historicité et d'une socialité particulière. D'autre part, et c'est là-dessus que je termine, ces motifs sonores mettent à jour la déceptivité du roman à l'égard de l'histoire collective et de sa propre capacité à la raconter. Elle repose sur l'idée, bien sûr, de privilégier la voix plutôt que le récit comme art de la mémoire, voire comme art de l'oubli et d'une certaine manière, art de pister les oblitérations, les effacements, les effets de censure qui modèlent profondément la mémoire collective et qui désignent la part d'oubli qui caractérise notre rapport au passé. Dieu vous remercie. Merci.